Bonjour, je suis Sandrine Gris. Cette capsule vidéo porte sur Alexander Neal, la figure emblématique de la pédagogie libertaire du XXe siècle. Elle vise plus particulièrement à apporter quelques précisions quant aux pistes d'études du module 7, soit les apports de la psychanalyse, notamment celle de Freud et Reich, à la pensée de Neal. Les raisons qui ont conduit Neal à promouvoir une éducation pour la liberté, qui est à distinguer de l'anarchie, et enfin celle sur le fonctionnement de Summerhill. La pensée pédagogique d'Alexander Neal se situe dans ce vaste courant d'idées et de pratiques éducatives qu'on appelle l'éducation nouvelle. Celle-ci s'enracinant dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, comme nous l'avons vu précédemment, et les nouveaux travaux en psychologie qui émergent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. S'il se situe dans ce courant pédagogique, il va cependant rompre avec le mouvement d'éducation nouvelle dominé par Montessori, dont il considère l'approche trop intellectuelle en éducation et une absence de la dimension affective de l'enfant. Il va alors se tourner vers la psychanalyse. Pour mieux comprendre la pensée de Neal et particulièrement sa pédagogie, il faut saisir les apports de ce que Neal retiendra de la théorie psychanalytique qui va de Freud à Reich et le lien qu'il fera avec la pensée de Rousseau. C'est la psychanalyse de Freud qui va influencer tout d'abord la pensée de Neal, notamment à travers les interprétations radicales qu'en donne Reich, qui mise plutôt sur la force libérante des désirs. De Rousseau, Neal retient l'idée que l'enfant est bon et libre. Il faut donc le laisser agir et être librement et surtout ne pas entraver son activité naturelle. Concrètement, cela veut dire que les désirs qu'expriment les enfants sont fondamentalement bons. De Freud, donc, Neal retient l'idée de refoulement et de sublimation. En effet, Freud soutenait, contrairement à Rousseau, que les désirs humains, et donc les désirs des enfants, doivent être domptés, contrôlés, sublimés, voire refoulés, sous peine de revenir à la barbarie, à l'anarchie. Bref, si toutes les personnes pouvaient satisfaire sans limite tous leurs désirs, leurs fantasmes, leurs rêves les plus fous, la civilisation retournerait à la barbarie, dit Freud. Il faut rappeler que Freud voit naître cette barbarie à son époque avec la montée du nazisme qui viole toutes les conventions édifiées par la culture européenne. Neal adhère donc à la thèse de Rousseau que l'enfant naît bon mais que c'est la société qui le rend mauvais en brimant ses désirs. De son côté, Reich est moins pessimiste que Freud et c'est lui qui inspire surtout Neal. Il croit en effet que les désirs doivent non pas être refoulés, mais réalisés, car ils sont bons par nature, bons comme l'enfant naturel. Reich et Neal adhèrent donc à la thèse de Rousseau que l'enfant naît bon, mais que c'est la société qui le rend mauvais en brimant ses désirs. Dès lors, en découle un principe de base de l'éducation selon Neal, elle doit permettre à l'enfant d'épuiser ses intérêts et désirs naturels. Neal, par la libération des émotions et des désirs, pense donc retrouver une totalité perdue, l'enfant bon dans toute sa splendeur originelle. Il dit d'ailleurs « Je soutiens personnellement que la méchanceté n'est pas fondamentale dans la nature humaine, pas plus que dans la nature du lapin ou du lion. Enchaîner un chien et le chien deviendra méchant. Discipliner un enfant et cet enfant a priori sociable deviendra mauvais, menteur et haineux. » L'idée de base donc de la pédagogie de Neal se résume par la libération, permettre à l'enfant d'épuiser ses intérêts naturels. Ce qui caractérise la conception éducative de Neal est en définitive une éthique de l'amour et une théorie de la liberté. L'amour n'est pas ici l'expression d'une
quelconque sentimentalité, il ne doit évidemment rien au sentiment amoureux, il n'est pas de l'ordre des affects, il est plutôt respect absolu du moi d'autrui. Aimer l'autre, c'est être à ses côtés, c'est l'accompagner avec son originalité fondamentale dans son devenir singulier. En résumé, ce qui caractérise la conception éducative de Neil est qu'il va plutôt emprunter à Jean-Jacques Rousseau et à Reich qu'à Sigmund Freud cette vision de la libération et cette conviction inébranlable d'une nature humaine fondamentalement bonne. Tous ces fondements amènent Neil à promouvoir une éducation pour la liberté. Neil est par là même une figure emblématique de la pédagogie libertaire, croyant en la nature fondamentalement bonne de l'enfant. C'est donc fondé sur ce principe éducatif de base que Neil va développer sa pédagogie et fonder en 1921 l'école de Summerhill en Angleterre. Il est à noter que ces conceptions et méthodes pédagogiques font scandale à l'époque par ses options très libérales, notamment en matière de sexualité. La publication de son ouvrage « Libre enfant » de Summerhill connut un succès public considérable. Elle fut à l'origine de polémiques homériques entre partisans et adversaires de Summerhill. Elle suscita des commentaires dithyrambiques tout autant que des rejets sans appel. La 4e de couverture résume d'ailleurs à elle seule ce débat. Le livre le plus franc, le plus chaleureux, le plus important, le plus simple, le plus précieux, le plus explosif, le plus quotidien, le plus intelligent, le plus subtil, le plus vrai, le plus subversif, écrit sur les problèmes de l'éducation. Quelques années plus tard, Neil mourit, en septembre 1973 précisément, dans une indifférence quasi générale. Mais c'est avec une obstination discrète que l'expérience de Summerhill aujourd'hui encore se poursuit dans l'esprit de son créateur, soit seuls les intérêts et la volonté des élèves font office de directive. Ce sont les libres choix des élèves qui prévalent et ce sont eux qui décident de leurs apprentissages et ne bénéficient de l'aide de l'enseignant qu'à leur demande. En effet, pour Neil, la liberté est à la fois l'instrument de la sociabilité, celui du développement harmonieux de l'enfant et la composante essentielle de son bonheur. La liberté, selon lui, l'exercice de la libre disposition de soi. Ce qui concerne l'éducation, seule l'expérience et l'exercice de la liberté dès le plus jeune âge permettent à l'enfant l'accès à l'autonomie. Cette liberté doit être celle d'expérimenter, d'exprimer ses désirs. Dès lors, en découle un principe de base. Elle doit permettre à l'enfant d'épuiser ses intérêts et désirs naturels. Ainsi, à Summerhill, seuls les intérêts et la volonté des élèves orientent et guident. Bref, il n'y a ni censure, ni punition, ni obligation, ni moralisation. Par exemple, les cours et leçons ne sont pas du tout obligatoires. Les enfants peuvent jouer et s'amuser aussi longtemps qu'ils le désirent. Neil est convaincu qu'un enfant qui a le goût d'apprendre le fera beaucoup plus rapidement que celui que l'enseignant doit motiver constamment. En éducation, vouloir apprendre est infiniment plus efficace qu'être obligé d'apprendre, dit Neil. Cela dit, à Summerhill, les désirs de chacun ont aussi une limite, les désirs des autres. En effet, la liberté n'est en aucun cas un droit d'empiètement sur autrui et ne s'entend que dans un exercice réciproque. La liberté est un échange, elle doit s'exercer dans les deux sens, nous dit Neil. Rien n'est donc plus éloigné de sa pensée qu'une assimilation de la liberté à un vague laisser-faire. La liberté n'est pas l'abdication du bon sens. Elle est plutôt l'exercice du droit responsable de choisir pour soi-même.
Elle n'est donc pas une anarchie, laquelle n'est en définitive que l'expression d'une absence de respect de soi et d'autrui, qui sont les fondements de la liberté. Tous les exemples retenus par Neil dans ses ouvrages, et ils sont extrêmement nombreux, en sont l'illustration. On peut citer notamment le respect de la parole, de la parole donnée, et des décisions prises, la disponibilité permanente, l'écoute et l'empathie, le refus du jugement de valeur n'ont de sens et de portée que lorsqu'ils se conjuguent avec l'exigence d'être soi-même respecté, écouté et compris. Pour Neil, le fonctionnement de Summerhill n'est pas anarchiste dans la mesure où les enfants ne peuvent pas, aux dépens de la liberté des autres, faire absolument tout ce qui leur plaît. L'exemple que les étudiants citent généralement est celui d'un enfant qui n'a pas le droit de jouer de la trompette près de la bibliothèque où des élèves étudieraient calmement. L'exigence constante d'une éducation, qui soit l'exercice concret de la liberté, entraîne le refus d'assujettir l'organisation de Summerhill au conformisme social. En ce sens, Neil conçoit l'école Summerhill comme étant régie par des règles, non pas des règles sociales imposées par la société des adultes, mais des règles démocratiques choisies par les élèves et les enseignants. Tous les élèves sont libres de faire ce qui leur plaît dans la mesure où cela ne brime pas la liberté des autres élèves. C'est avec ce principe de liberté démocratique, de liberté au service de la communauté, que Neil évite que Summerhill sombre dans la pagaille et l'anarchie. Par-delà les déclarations de principe, la liberté se décline à Summerhill dans l'organisation des activités quotidiennes. La liberté donc se traduit par un type de fonctionnement. Ainsi, il y a rejet absolu de toute obligation scolaire, de tout programme pédagogique préétabli, abolition des mesures disciplinaires, mise en place d'instances démocratiques de décision et de régulation, un conseil remplissant les fonctions de parlement et de tribunal. La liberté se décline aussi par l'attitude des adultes. Ils sont économes de leurs interventions, facilitateurs des solutions trouvées par les enfants eux-mêmes, respectueux en toutes circonstances de leur individualisme foncier et considérant a priori la légitimité des désirs et des enfants. La limite de sa propre liberté est donc représentée par le début de la liberté d'autrui. Elle se matérialise par le fonctionnement démocratique de Summerhill. Il y a des règles à suivre qui sont votées démocratiquement par les enseignants et les élèves, qui sont égaux en droit. Ces règles et les problématiques vécues par les élèves et les enseignants sont traitées lors d'assemblées générales hebdomadaires où se tiennent différentes discussions démocratiques concernant de multiples aspects de la vie à Summerhill. L'heure du coucher, l'utilisation du tabac, les tenues vestimentaires, etc. Neil limite cette démocratie à la pédagogie. En effet, il garde un certain contrôle sur quelques aspects de la vie à Summerhill, notamment les menus, l'hygiène, le recrutement du personnel, les finances et l'administration, et il interdit la promiscuité sexuelle et l'usage de l'alcool. Le rôle de l'enseignant est donc limité dans la conception pédagogique de Neil. Puisque l'enfant est naturellement bon et fondamentalement différent de l'adulte, celui-ci ne peut qu'interférer dans son développement s'il intervient. Il doit donc aider l'enfant à contenter son désir, à supprimer les contraintes, car son désir suffit à fonder son développement, puisqu'il est parfait et définitif, force vitale et naturelle. Le rôle de l'enseignant sera donc en accord avec sa vision de l'homme, aider l'enfant à retrouver son origine positive perdue à cause d'une éducation moralisante. Il n'imposera pas à l'enfant une morale autoritaire. Neil dit d'ailleurs « Je crois que ma tâche première est d'approuver tout ce qu'un enfant désapprouve en lui-même,
c'est-à-dire de briser la conscience qui lui est imposée par l'éducation, qui n'aboutit qu'à la haine de son moi. En conclusion, on peut affirmer que la pédagogie de Neil est une tentative concrète de réaliser l'éducation rousseauiste dans un environnement scolaire. Autrement dit, pour certains, Neil a moins fondé une pédagogie qu'il n'a créé un lieu d'éducation dont la réussite tient essentiellement à sa personne, certains diront à son emprise. Merci.